des journées portes ouvertes donc de la commission de l'application des peines ou notamment des journées culturelles également. Alors la commission de l'application des peines, c'est une commission qui se trouve au niveau de la MACO. Alors avec nos invités, monsieur Claude Ouedraogo, qui est inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, et monsieur Sylvain Sommet, juriste à la mairie centrale, nous parlerons de ces journées culturelles de la commission de l'application des peines. Alors madame, messieurs, installez-vous bien, installez-vous confortablement et c'est parti pour le menu du jour. Et vous le savez, l'entrée de cette émission, c'est la rubrique à la découverte d'eux et nous sommes installés confortablement au niveau du palais de Isuka pour justement donc vous faire découvrir ce palais. Rappelons que cette semaine, nous sommes dans la région du centre-ouest, précisément à Koudgou, pour découvrir un site historique. Il s'agit du palais d'Isuka de Koudgou et du musée qui s'y trouve. Koudgou, qui est une ville du Burkina Faso, située à environ 110 km de Ouagadougou. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge se dresse un site touristique majestueux. Il s'agit du palais royal de Nabasaga Ier dans le quartier Isuka. Le quartier Isuka est le premier quartier de Koudgou. Plus qu'un simple site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle, ce qui fait de lui une perle de la ville de Koudgou. Et c'est dans ce quartier que se trône le palais de Nabasaga Ier, chef d'Isuka. Concernant l'architecture de ce palais, notons que le palais d'Isuka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti en matériaux locaux. Tout le bâtiment est rehaussé par l'éclat des peintures multicolores et de couleurs artistiques dorées. C'est un bâtiment à niveau construit en banco qui a plusieurs pièces. Le palais est un véritable temple qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé de 3 pièces, dont le couloir de la paix, la salle du chef où le chef notamment reçoit les visiteurs et dans laquelle il ne communique que dans les langues des ancêtres, et enfin la salle des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue des constructions traditionnelles faites de terre et de toits en chaume. On y trouve également des greniers, des peintures et divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statuettes de l'empereur de Mossé, de Nababango, du Lale Nabasanam de Koudgou, du pharaon d'Égypte et du roi du Japon. Nous vous proposons un zoom sur le musée Rahimé qui se trouve au sein du palais d'Isuka. Inauguré en juin 2010, le musée de Rahimé proposait à ses débuts des objets, 25 collections au total. Mais depuis récemment, il offre à ses visiteurs le plaisir de contempler des œuvres d'art, des collections anciennes et des outils de guerre. Ce qui leur permet d'ailleurs de comprendre la vie des ancêtres africains, surtout burkinabé et précisément de cette localité, notamment du quartier Isuka et de Koudgou. Le musée de Rahimé est le seul musée de la région qui se trouve au bord des rives d'un lac, celui du Boulkemdé. Il propose également des expositions temporaires pour mettre en lumière les pans de l'histoire régionale de 2 grands peuples de la localité, à savoir les Goursi et les Mossi. Selon le gérant du site, Patrick Rossi, de nationalité française, que vous allez écouter justement tout au long de cette semaine, l'objectif du palais d'Isuka est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais n'est pas un lieu d'habitation, mais un espace destiné aux activités de la chefferie traditionnelle. Dans cette semaine, nous vous l'avons annoncé, nous sommes installés justement au palais d'Isuka et durant une semaine, nous allons donc vous parler de ce palais qui est situé dans la cité de Cavalier Rouge et nous découvrons le palais d'Isuka et le musée Rahimé. Rappelons que le musée Rahimé est situé au niveau donc de ce palais d'Isuka. Nous passons le bonjour au chef d'Isuka, donc nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Koudgou. Pour la suite, nous passons à l'information. Nous
sommes lundi et nous sommes avec Rachid Assad Zongo pour la revue de presse d'aujourd'hui. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci, bonjour Abzeta et bonjour à vous qui me suivez. Tu connais le palais d'Issouka? Bien sûr. D'accord, c'est très bien. Je rappelle que j'en suis natif. Je suis natif de Koulougou. Ok, super. Voilà. Moi je connais en image. Je parle du palais mais je n'ai pas encore visité. Ce serait bien que tu puisses le faire. J'irai comme d'ailleurs l'a fait Ruben Wilson Kodjo qui nous a ramené ces images, également Maria Ouedraogo. Merci à eux pour ces images. Alors maintenant, nous allons passer à la revue. Rachid, nous supposons déjà que le FESPACO fait parler de lui. Tout à fait, c'est pratiquement le sujet phare de la plupart des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Et tout autre sujet, bien sûr. Alors, pour débuter la lecture de la une des journaux de la place, c'est le journal Le Quotidien qui nous entretient en premier. Et le journal titre, comme tu l'indiquais, 27e édition du FESPACO, la femme du fossoyeur de Kadar Ahmed remporte l'étalon d'or. Le sujet peut être parcouru à la page 11. Et puis à la page 3, situation sécuritaire dans la Tapoua, l'État a rompu son contrat avec la population. Ce sont des ressortissants de la Tapoua qui le disent. Accessibilité de l'eau potable à Bobo, le projet Djilifadji pour soulager la population. Dans sa rubrique Le Voyageur de Guéna, le journal Le Quotidien traite un certain nombre de sujets. Déjà, terrorisme, les cours suspendus dans le Louroum. À Bobo, le président régional de l'ordre des pharmaciens entendu par la gendarmerie. Terrorisme toujours, la gendarmerie de Djibasso attaquée. Et pour achever, pour ce qui est de la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien, planification familiale, brouille entre l'église catholique et le ministre de la Santé. C'était les titres pour ce qui est de la une du journal Le Quotidien. Un autre journal, L'Observateur Palga. Et dans ces titres, à la page 21, le journal revient sur le 13e congrès de la communauté musulmane. La fin d'une longue querelle de minarets, point d'interrogation. Ainsi titre le journal. Autre sujet, trafic présumé de médicaments, mise sous scellé de la pharmacie Médine à Bobo. Situation sécuritaire, la révolte des jeunes de la Tapoua. CDP édit dans une nouvelle zone de turbulence. Procès Thomas Sankara, l'audience reprend ce matin. Et puis, 27e édition du FESPACO, couronne d'or pour la femme du fossoyeur. Le palmarès se paie une cure de jouvence. C'était les titres pour ce qui est de la une de l'Observateur Palga du jour. Un autre quotidien, cette fois-ci, Le Pays. Le Pays revient déjà pour ce qui est du FESPACO. Les talons d'or de Yenega galopent dans la case du Somalien Kadar Ahmed. Garderie nocturne de Burkinabé Moumouni remporte l'étalon d'or en documentaire. Clap de fin de la 27e édition et deuxième épisode du procès Thomas Sankara. C'était les titres pour ce qui constitue, on va dire, l'actualité en lien avec le FESPACO 2021. Et puis avec le même journal Le Pays, à la page 6, coopération sino-Burkina, bientôt une centrale solaire offerte par la Chine au Burkina. Et puis jugement de l'affaire Thomas Sankara, un appel international pour le filmage et l'archivage du procès. Présidence de la communauté musulmane du Burkina, le choix de Moussa Kwanda fait l'unanimité. Dans sa rubrique Confidence du week-end, le journal Le Pays nous titre CDP, Blaise Compaoré appelle à surseoir à la suspension de 3 membres du bureau exécutif. Et pour achever à la page 23, état-major de la gendarmerie, le colonel-major Omer Bambara aux commandes. Nous poursuivons avec aujourd'hui au Faso. Le journal revient également sur la 27e édition du FESPACO avec ce titre, le Somalien Kadar Ahmed, lauréat de l'étalon d'or de Yenega. 13e congrès de la CMBF pour parler de la communauté musulmane du Burkina Faso. El Hadj Moussa Kwanda, nouveau président du bureau exécutif. Et puis, opération de dépollution à l'Est. Insécurité, suspension des cours dans le Louroum, fermeture de Laborex, un peu d'ordre s'il vous plaît, reprise procès Sankara ce matin, Chantal Compaoré s'invite dans la tambouille. Ce sont des sujets qui peuvent être parcourus dans la rubrique News du jour du journal Aujourd'hui au Faso, aux pages 3 et 4.
Avec le même journal, on poursuit. Mission du Conseil de sécurité de l'ONU au Sahel entre le oui-non sur les négociations avec les djihadistes au Mali et un G5 Sahel souffreteux. Présidence de la CENI à RDC, Denis Kadima, le choix de Félix Tshisekedi. Appel de Ouagadougou, noce de fer pour la fondation Jean-Paul II, c'est-à-dire à la page 12. Et pour achever en Turquie, on apprend qu'Erdogan déclare 10 ambassadeurs non grata, c'est-à-dire à la page 4. Nous poursuivons la revue de presse avec la lecture de la une de l'Express du Faso. L'Express du Faso qui est édité depuis Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Le journal revient sur naturellement le FESPACO. La princesse Yenega a préféré un fossoyeur. C'est ainsi que titre l'Express du Faso. Dans sa rubrique Autant le dit, le journal nous titre à leur armée nationale, les Burkinabés restent confiants. Approvisionnement en eau potable, Djilifadji pour mettre fin à la corvée d'eau. Dans sa rubrique Simple Détail, l'Express du Faso titre qui veut créer des problèmes à Herman Sirima. Et puis FESPACO, fin de l'épisode et retour à la réalité du terrain. Un policier impliqué dans une tentative de braquage. C'était les titres pour ce qui est de la une de l'Express du Faso. Nous poursuivons avec ce que nous confient les sites en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.burkinbia.com. Et ce site titre « Procès Thomas Sankara, l'audience reprend ce lundi matin ». Et puis, FESPACO 2021, les talons d'or de Yenega remportés par Ahmed Kadar de la Somalie. Communauté musulmane du Burkina Faso, l'opérateur économique El Hadj Moussa Kwanda désigné président. Et puis, CDP, Blaise Compaoré appelle à surseoir la suspension de 3 membres du parti. Lutte contre le terrorisme dans l'est du Burkina, l'armée invite la population, ou sinon les populations, à maintenir leur confiance au FDS. Et pour achever avec www.burkinbia.com, le Roum dans le Nord, les cours suspendus pour 1 semaine à cause de l'insécurité. Avec un autre site, www.lefaso.net. Sexualité des jeunes, l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo déplore ce qu'il nomme le logiciel sexuel du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, puisque nous parlons toujours santé, chez son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. À Bobo-Dioulasso, on apprend que le ministre de l'Eau, Ousmane Nakro, visite les installations et les chantiers de l'ONEA. 61e fête de l'indépendance à Zignaré. À moins de 2 mois des festivités, le maire Pascal Compaoré rassure et promet. École nationale des régies financières ENAREF, la 32e promotion, fait sa sortie pour achever à Ouagadougou. La rupture d'un tuyau de l'ONEA inonde Paspanga près de l'école de santé. C'était pour ce qui est www.lefaso.net. Et on achève pour ce qui est des sites en ligne avec www.infowakak.net. Politique, Blaise Compaoré appelle à la retenue suite à la suspension de 3 camarades du CDP. Insécurité à Namounou, nous sommes dans la Tapoua, des écoles incendiées par des hommes armés non identifiés. Insécurité toujours, et cette fois-ci dans la boucle du Moun. Un blessé, un soldat bien sûr, dans une attaque à Djibasso. Terrorisme toujours, les cours suspendus dans le Loroum. Et pour achever, à Kongoussi, 3 enfants déplacés internes de Bourzanga enlevés. Abzeta, si tu permets, pour ce qui est de l'actualité sur le continent africain, on apprend qu'au Sénégal, des femmes réclament justice climatique. Voilà. Au Mali, mieux vaut des élections reportées que des élections bâclées. Ce sont les propos des autorités de la transition. Au Gabon, un sommet pour révéler, valoriser et exploiter le potentiel gazier. Au Kenya, on apprend que l'athlète Agnès Tirop a été inhumée dans le comté de Nandi. En Côte d'Ivoire, 4 morts à Abidjan après de fortes pluies. Au Libéria, Emmanuel Tuloé, nommé ambassadeur de l'intégrité. Au Nigeria, près de 1000 prisonniers libérés après une attaque dans l'Est. En Ouganda, le Premier ministre Abdallah Hamdok détenu par des forces armées. Abzeta, voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la une des sites en ligne, mais également des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien Rachid. Retour sur quelques sujets d'actualité. Et pour commencer, on parlera bien sûr du FESPACO, parce que c'est fini depuis samedi donc pour le FESPACO 27e édition. Ce qu'on retient, c'est que l'étalon est parti en Somalie.
J'ai l'impression que tu n'es pas heureuse. Bien sûr, bien sûr. Bon, je suis heureuse que tout se soit bien passé, mais pas heureuse que les talents ne restent pas au Burkina. Comme pour compléter la phrase de l'Express du Faso qui dit que la princesse Nyenega a préféré le fossoyeur. Donc, ça veut dire que la princesse Nyenega a préféré le fossoyeur au Lascar, en fait. Parce que j'aurais dit qu'elle préfère le Lascar. Tu l'as dit. Bon, je ne pense pas que on va polémiquer là-dessus parce que quoi que l'on dise, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Alors tu l'as dit, la 27e édition du FESPACO a refermé ses portes le samedi dernier, le samedi 23 octobre, et à l'issue bien sûr, on va dire, de la proclamation des prix dans les différentes catégories de films en compétition. Et le trophée le plus convoité, tu l'as également dit, est revenu au Somalien Kadar Aiderus Ahmed, voilà, avec son film La femme du fossoyeur, en anglais The Grave Digger's Wife. Voilà. Okay. Alors, j'aimerais quand même revenir un peu sur le palmarès officiel de ce 27e FESPACO, pour ce qui est de la 27e édition. Juste un récapitulatif très rapide. Les talents d'or, je l'ai dit, revient au Somalien Kadar Ahmed avec une valeur de 20 millions. Voilà. Les talons d'argent de Yenega. Et on a sa photo qui est affichée parce qu'il faut le rappeler, lors de la cérémonie officielle, on n'a pas pu voir son visage. Il a été parce qu'il n'était pas là. Tout à fait, il a été représenté. Voilà, merci aux acteurs de la régie. Voilà, c'est bien sûr, comme vous le voyez à l'image, Kadar Aiderus Ahmed. Voilà, c'est un jeune de 40 ans, un jeune réalisateur de 40 ans. Il est somalien d'origine, mais également passe son temps, on va dire, en Finlande, dont il a la nationalité également. Tu as eu les talents d'or et puis tu n'étais pas présent. Est-ce qu'il savait qu'il allait l'avoir? C'est vrai que l'objectif c'était cela, mais bon, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été là. Voilà. Mais il a été représenté et c'est déjà pas mal. Alors je poursuis pour ce qui est du palmarès. Le talon d'argent de Yenega est décerné à la haïtienne Jessica Jarous avec le film Freda. Voilà. Et pour ce qui est des talons d'argent, on précise que les talons d'argent ont une valeur de 10 millions de francs CFA. Et les talons de bronze de Yenega a une valeur de 5 millions de francs CFA et est attribué au film Une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Leila Bouzid. Voilà. Pour ce qui est des films documentaires, c'est là-dessus, ou sinon pour cette catégorie que le Burkina Faso a su se distinguer véritablement, avec notamment les talons d'or qui revient à Garderie Nocturne pour, on va dire, notre compatriote Moumouni Sanou. Voilà. Pour ce qui est des talons d'argent, c'est le film Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga. Qui fait partie, on va dire, de l'invité d'honneur, pays invité d'honneur qui est le Sénégal, parce qu'elle est sénégalaise. Et les talons de bronze pour achever, Makongo, c'est le film Makongo qui l'a remporté avec Elvis Sabine Gaibino de la Centrafrique. Et pour achever, voilà, pour les courts-métrages fiction, là encore, on a pu voir que le Burkina Faso a pu se distinguer, même si c'est pour le poulain de bronze, je commence par là, voilà, avec notamment le film Zalissa de notre compatriote Karine Bado. Pour ce qui est du poulain d'argent, c'est le film Amani, voilà, de Fafine Alia qui est du Rwanda. Et pour achever, le poulain d'or, toujours pour ce qui est de la catégorie court-métrage fiction, qui revient au film Les Tissus Blancs de Molly Khan, qui est du Sénégal. Voilà, pays invité d'honneur. Voilà. Et dans la section Burkina, on a pu voir que le Grand Prix du président du Faso, meilleur espoir burkinabé, est revenu à Delphine Yerbanga avec son film Sur les traces d'un migrant. Et Kiswen Sida Parfait Kaboré pour ce qui est de son film Après ta révolte, ton vote. Voilà. Voilà un peu résumé. C'est vrai qu'il y a d'autres prix, notamment les prix spéciaux, où on a pu voir que les Lascar ont pu se distinguer. Il a eu 15 millions. 15 millions. C'est prix spécial UMOA. Tout à fait. CDAO aussi, je ne me trompe pas. Voilà, pour l'intégration. Alors, c'est juste dire que le Burkina Faso, quoi que l'on dise, la moisson se veut relative. Voilà. C'est un appel aussi à mieux faire. On a pu voir qu'avec cette compétition-là, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est en quête de l'étalon d'or de Yenega, c'est plusieurs pays. Mais quoi que l'on dise, c'est le cinéma africain de façon générale qui gagne. Voilà. C'est un appel aussi à ce que nos dirigeants fassent preuve, on va dire, de plus de clarté, plus d'objectivité, en prenant pour priorité, on va dire, le cinéma. Et pour cela, il faut de l'investissement. Le FESPACO est un excellent outil
à la fois culturelle, mais également économique. Si on sait justement prendre tous les contours pour faire des investissements qui font véritablement nous rapporter. Et je pense que la 27e édition nous a donné longuement des leçons pour qu'on parvienne à cet objectif-là. Nous sommes dans un monde où la concurrence en matière de cinéma est large, à la fois à l'extérieur, pour parler du cinéma international, mais également sur le continent. Il y a une certaine, je ne dirais pas rivalité, mais une concurrence en tout cas, mais que je considère positive et qui pourrait en tout cas nous amener à nous inscrire au niveau du Conseil des Nations en matière de cinéma. Et j'espère que, en tout cas, le message va passer pour que, à la fois, nos réalisateurs mettent des efforts pour parler des acteurs du cinéma, mais également l'élite politique en fasse, comme je dis, une priorité. Bien sûr. Et ce qui est bien pour moi, ce qui est bien au FESPACO, c'est que chaque fois quand on donne les résultats, bon, il n'y a pas de grincement dedans, quoi. Les gens, c'est comme le jury est bien constitué. C'est pas parce que c'est le Burkina Faso qui organise qu'on va lui faire des faveurs. C'est vraiment juste. Ce sont des techniciens qui se réunissent pour choisir objectivement donc le film lauréat. Donc chaque fois quand même, ça fait quoi, plus de 50 éditions maintenant. Donc ça veut dire que dès qu'on donne les résultats, quand même, il n'y a pas de grincement dedans. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, il y a un sérieux dans la distinction et tout. Il y a un sérieux dans la sélection donc, du film lauréat. Ça veut dire que ça passe. C'est juste. C'est comme tu l'as dit, hein, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous avons de la ressource, nous avons du talent. Et pour peu que nous en fassions véritablement une priorité et de chaque bord, l'élite politique doit en faire une priorité. Au niveau des acteurs du cinéma, on doit également consentir des efforts. Voilà. C'est vrai qu'on fait avec les moyens de bord, mais on peut mieux faire. Développer plus l'industrie du cinéma et puis mieux réussir aussi l'organisation du FESPACO. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours aussi des manquements que les gens... Les failles ne manquent pas, les imperfections ne manquent pas. Il faut améliorer ça parce qu'il ne faut jamais faire l'erreur de laisser transporter notre FESPACO ailleurs. C'est vrai qu'on aime les autres pays, mais si jamais on s'amuse, Rachid, c'est pas sûr que les FESPACO nous reviennent. On va mieux organiser, c'est encore mieux. Donc, on va dire à la 28e édition qui aura lieu en février-mars 2023. Le 25 février au 4 mars 2023, c'est bien cela. Rachid, on passe à autre chose et là, on s'intéresse à la date d'aujourd'hui, 25 octobre, parce que le procès Thomas Sankara va encore se réouvrir parce qu'on sait que le procès était ouvert, c'était le 11 octobre et renvoyé le 25, donc les juges vont se réunir à nouveau. C'est bien cela, après on va dire pratiquement 2 semaines de suspension. C'est en principe aujourd'hui, 25 octobre, que s'ouvre le procès Thomas Sankara. Et tu l'as dit, hein, le 11 octobre dernier, à l'ouverture de l'audience, le procès avait été repoussé à ce jour-là à la demande de la défense qui souhaitait, on va dire, prendre connaissance du dossier. Et 14 personnes, dont le président déchu Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré, qui purgent actuellement une peine de 20 ans. Voilà, dans le dossier du coup d'État manqué de 2015, qui sont poursuivis dans cette affaire. Et les inculpés, on sait, qui sont poursuivis notamment pour crimes d'attentat à la sûreté de l'État, d'assassinat, de faux en écriture publique, de recel de cadavres et de complicité de ces infractions. L'ex-président Blaise Compaoré, qui est le principal accusé dans cette affaire pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et de recel de cadavres, on le sait, vit en Côte d'Ivoire depuis sa chute en octobre 2014. Et le 7 octobre, courant un communiqué, dans un communiqué, les avocats de Blaise Compaoré ont informé que leur client ne se rendra pas, voilà, ne viendra pas au procès. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est déjà bon que, on l'a dit, hein, le procès puisse se poursuivre. Voilà, ce n'est pas le premier procès qui s'est tenu en l'absence des personnes inculpées. Donc, des personnes ont été condamnées par contumace. Donc, ce n'est pas la première fois. Pour peu que les choses soient expressément dites dans le sens que l'on sache la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui sont les réels auteurs, et qu'on aboutisse à un verdict. Voilà. Et on espère que la démarche dans laquelle s'est lancée la justice et que
d'une certaine manière on apprécie, va permettre en tout cas d'aboutir à cet objectif. Donc on attend de voir ce qu'il en sera pour le procès qui se poursuit aujourd'hui. Voilà. Attendons de voir. Troisième sujet, là on s'intéresse au congrès de la communauté musulmane. On va dire qu'une solution semble être trouvée maintenant. On espère et on pourra peut-être se dire que c'est la fin de tout ce tohu-bohu, ces entrechocs que l'on a pu voir depuis pratiquement plusieurs années, pour ne pas dire, voilà, au niveau de la communauté musulmane. Et pourquoi on le dit? Parce que il s'est tenu, vous le savez, le 13e congrès de la dite association, la communauté musulmane du Burkina Faso, la CMBF, et une rencontre au cours de laquelle l'ensemble des protagonistes qui sont concernés par, on va dire, la désignation à la tête d'un président, voilà, ont été présents. Je citerai à côté El Hadj Abdourahmane Sana, qui est le président sortant, qui était présent, et d'autres acteurs, on va dire, de la communauté musulmane. Je n'insisterai pas trop. Ce sur quoi je vais m'appesantir, c'est véritablement le fait que l'ensemble des acteurs aient signé, on va dire, la réconciliation. Voilà, ils l'ont dit. Ils estiment que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en tout cas, tous les acteurs sont unanimes par rapport au choix de la personne de El Hadj Moussa Kwanda pour la tête de la communauté musulmane de Burkina Faso. Et c'est une désignation qui s'est faite, comme je dis, à l'unanimité. Et le mot réconciliation est sorti au cours justement des échanges. On espère vraiment que c'est ce qui va guider les activités, les actions de la communauté musulmane dorénavant. Et on peut aussi, on va dire, féliciter ces acteurs-là, parce qu'on dit souvent à Morée, tant que l'eau ne se décante pas, difficile justement de la consommer. Donc je pense que ça n'est fini pour l'épisode en tout cas des querelles, et que le travail va reprendre pour le bien-être à la fois de la communauté musulmane, mais de la vie sociale de façon générale, pour parler des Burkinabés, parce que c'est important. Voilà. Et je l'ai dit, El Hadj Moussa Kwanda, qui est le nouveau président de la communauté musulmane du Burkina Faso, c'est un opérateur économique. Voilà, et c'est lui qui va assurer les 5 prochaines années la direction, la présidence de la CMBF. Pour peut-être, on va dire, donner quelques informations sur sa biographie. Il est natif de la province de Lubritanga. Voilà, c'est lui qui est on va dire, le PDG de l'entreprise Faso Énergie. Je ne fais pas de publicité, hein. Voilà. Il a fait ses études notamment à Mopti, au Mali. Voilà. Et c'est lui, comme je l'ai dit, qui va assurer la destinée pour ce qui est en tout cas de la présidence de la CMBF. Pour ce qui est du bureau exécutif national, les participants ont donné en tout cas leur quitus pour qu'ils soient désignés sur la base, on va dire, d'une large consultation et de façon inclusive. Donc le bureau exécutif national sera composé probablement dans les jours à venir. On attend en tout cas de voir ce qu'il en sera. Si à entendre, c'est sûr que certainement ils vont faire sortir un bureau inclusif, comme tu l'as dit. Tout à fait. Où on va retrouver donc tous les deux partis. Tout à fait. Et comme je dis, on espère que ça n'est fini pour tout le tumulte qu'on a pu voir, et que c'est parti véritablement pour des actions pour le bien-être de la communauté musulmane, pour le bien-être du Burkina Faso. On en a besoin. Tout à fait. On a tellement besoin de paix ces temps-ci. Exactement. Rachid, parce que l'insécurité continue en tout cas de nous faire pleurer, de nous endeuiller. C'est toujours l'actualité au Burkina Faso, quoi qu'on dise. Tout à fait, Abzeta. Tu ne manqueras pas justement de remarquer que pratiquement toutes les fois que je suis sur ton plateau, je ne cesse d'évoquer le sujet de l'insécurité. Il ne se passe pratiquement pas un jour que l'on apprenne qu'il y a eu une attaque, qu'il y a eu un rapt, qu'il y a eu ceci ou cela. Ça devient vraiment difficile à digérer. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est la gendarmerie de Djibasso dans la Kossi qui a été attaquée avec des dégâts, du matériel emporté, notamment un pick-up et puis une ambulance. Je pense aussi qu'il y a des blessés. Autre chose, c'est à Namounou, dans la Tapua, où 2 écoles ont été incendiées, 2 écoles pour être plus précis, qui ont été incendiées. Et dans le Lurum, ce sont des cours qui sont suspendus pour
pratiquement une semaine à compter de ce jour-là. Voilà. Et pour ne citer justement que ces exemples-là. Véritablement, les questions, je ne sais plus, c'est quelles questions véritablement il faut se poser à Abzeta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réellement se passe? On voit que au niveau de la hiérarchie de façon générale, militaire ou sinon des forces armées, ce sont des passages de témoins entre différentes personnes, mais ça n'a aucun résultat. Nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, bravo à eux pour vraiment ce qu'ils abattent comme boulot, mais on voit que les résultats sont aussi insignifiants que ce que l'ennemi fait comme, on va dire, dégâts. Et ça ne rassure pas. Voilà. On dira que on pourrait envenimer la situation en parlant, mais c'est ce qui est, c'est la réalité. Voilà. Voyez-vous, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on apprenait que du côté de la Côte d'Ivoire, il y avait un flux massif de Burkinabés en direction de la Côte d'Ivoire, de déplacés internes. Moi personnellement, j'ai également appris que du côté du Ghana, il y a un flux également de déplacés internes qui sont en train de converger vers le Ghana. Voilà. Et pour dire que la question sécuritaire devient véritablement elle est exponentielle. Et si nos autorités ne prennent pas véritablement la mesure des choses, les élections municipales qui sont en vue, je ne sais pas comment ça va se faire. Voilà. Parce que c'est des centaines de communes aujourd'hui qui ne sont plus habitées. C'est des centaines de communes qui ne vont pas connaître d'élections municipales. Voilà. Il faut que l'on soit concret et objectif dans ce que l'on fait. Il faut que nos autorités s'assument. Les populations vous ont désigné pour assurer la destinée de leur vie. Et il faut que vous assumez. Voilà. Si on nous dit que dans l'Est, les forces de défense et de sécurité sont en train, j'oublie le mot qu'ils emploient, sont en train de procéder à pratiquement un rafle, bon, c'est ce qui est dit. Mais concrètement, on ne voit rien. Après ça, 2-3 jours, on apprend qu'il y a eu une attaque. Voilà. Pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, c'est des personnes qui ont été justement enlevées. Voilà. Véritablement, on est à bout de souffle. On est à bout de souffle et on veut comprendre ce qui se passe. Voilà. Les rencontres ou sinon les sorties pour crier à l'aide, au secours, ne manquent pas. Vous avez vu qu'au cours du week-end, ce sont les habitants des ressortissants de la Tapoa qui sont sortis, qui ont dit que l'État a démissionné. L'État a rompu son contrat avec les populations. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des zones dans lesquelles, à entendre les témoignages, c'est comme si, bon, c'est plus l'État qui dicte les lois. Tout à fait. Dans ces zones. Voilà ce que titre le quotidien. L'État a rompu son contrat avec la population. Parce qu'ils ne savent pas, ils sont là, en fait, ils vivent, mais ils ne savent pas à quel sens se vouer, ils ne savent pas vers qui se tourner quand il y a un problème. Ils ne peuvent que marcher, organiser des conférences de presse et attendre si l'ennemi tape, il a tapé. Tout à fait. Et la dernière fois, je disais que des rencontres ne cessent de se faire, notamment au niveau de l'État, parce que le président du Faso a rencontré, on va dire, des cadres du G5 Sahel, notamment notre compatriote Éric Thiaré, mais toujours nous sommes toujours dans l'attente, on va dire, de résultats. Nous sommes toujours en quête de cette paix-là. Nous sommes toujours en quête de cette sérénité-là. Malheureusement, elle n'en est pas. Voilà, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réellement se passe? On espère véritablement que les choses sont prises vraiment dans la mesure et que pour en tout cas les jours à venir, on pourra avoir en tout cas des actions concrètes. Ce n'est pas plaisant de venir tout le temps en parler. Parce que ça, c'est peut-être ce que nous, on dit sur le plateau, mais ce qui se passe sur le terrain, à la fois pour les victimes et pour les forces de défense et de sécurité, je vous assure que c'est au-delà du pensable. C'est au-delà du pensable. Je ne voudrais pas envenimer la situation en exagérant dans mes propos, mais je vous avoue que la réalité est tout autre. Nous sommes des médias et ce qu'on reçoit comme information, même si on ne peut pas tout partager, même si on ne peut pas tout partager, mais je vous avoue que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il faut que l'autorité assume ses responsabilités. Voilà. Si elle a accepté, elle a choisi d'être autorité et qu'on l'a désignée, qu'elle s'assume. Voilà. Le message est bien passé, Rachid. D'ici à lundi prochain, certainement, on parlera d'autres choses. On espère bien. Merci bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci et belle perspective.
Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires. C'est pour découvrir les couleurs du temps de ces villes d'affaires. Et nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons passer à la rubrique invité du jour. La rubrique invité du jour de moi, c'est on va aller pour la virgule et on se retrouve juste derrière. Et pour la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui inspecteur Claude Ouedraogo. Rappelons qu'il est inspecteur de sécurité pénitentiaire principal et directeur de la MACO. Bonjour à vous, inspecteur, et bienvenue. Bonjour, madame. Merci bien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec monsieur Sylvain Sommet. Il est juriste à la mairie centrale, la mairie de Ouagadougou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Merci d'être sur le plateau avec nous. Avec nos deux invités, nous parlons des journées socioculturelles de la commission de l'application des peines en abrégé CAP. Donc cette commission, il s'agit de la commission de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, MACO. Alors, inspecteur Claude Ouedraogo, nous allons commencer par parler de la commission d'application des peines CAP de la MACO. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette commission? Merci pour cette question. Il faut dire que la commission de l'application des peines est un organe qui est institué au sein des établissements pénitentiaires. Cela, c'est à la lecture de la loi 10 portant régime pénitentiaire du 10 avril 2017. Voilà, c'est une commission qui a pour vocation de statuer sur les mesures d'aménagement de la peine. Voilà. Nous avons les mesures de semi-liberté, les mesures de placement privé et public, puis les mesures de corvée. Voilà. Essentiellement, c'est la vocation de la commission de l'application des peines de Ouagadougou et de toutes les maisons d'arrêt. Voilà. Alors, inspecteur, vous l'avez dit, votre rôle, c'est d'étudier les demandes de permission et de semi-liberté, donc des détenus condamnés. Mais ce que les citoyens ne comprennent pas, c'est qu'il y a souvent des détenus qui se retrouvent dehors sans finir de purger justement leur peine. Bon, ils s'inquiètent souvent quand même de ça, ils ont quand même raison. Et il faut dire que c'est à la lumière de la loi, une loi qui a été adoptée en 2017. C'est sur cette base-là que nous travaillons. Nous sommes dans la légalité. Voilà. Il faut dire que la commission a à sa tête un juge au siège qui a été désigné par ordonnance du président du tribunal de Ouara, du tribunal de Ouara 1, puisque nous avons 2 tribunaux actuellement. Et c'est sur cette base-là que nous fonctionnons. Et puis dans cette commission, elle est vraiment composée de beaucoup de membres qui sont de diverses sensibilités. Notamment des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie, de la police. Il y a le directeur lui-même qui est membre, il y a le président, comme il venait de le dire, qui est un juge au siège, il y a le chef sécurité de la maison d'arrêt, il y a un représentant du ministre des cultes, notamment le père, l'aumônier de la maison d'arrêt, il y a un représentant de la mairie, le confrère qui est assis en face, il y a le responsable du service social, pour dire qu'en réalité, la commission a pour vocation vraiment de statuer de manière objective sur les mesures qui pourraient être accordées à toute personne détenue, condamnée définitivement, parce qu'il y a certains qui sont condamnés qui les relèvent appel. Voilà, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord de leur condamnation et puis qui ont la faculté vraiment de relever appel. Et puis en ce moment, ils sont plus condamnés, ils ont la casquette vraiment de prévenir maintenant. Voilà. Mais dans quel cas vous acceptez ou vous refusez, par exemple, des placements publics ou privés? Il faut dire que nous avons une feuille de route, la commission ne travaille pas sans vraiment une organisation. On a déjà une organisation. Voilà pourquoi les membres sont diversifiés. Les commissions statuent généralement sous la base des demandes formulées par les personnes détenues condamnées. Voilà. Après la réception du dossier au niveau du greffe, qui est au niveau de la maison d'arrêt, la demande acheminée au niveau du président du tribunal qui affecte le dossier au juge de la personne de peine. Voilà, parce que le juge de la personne de peine est l'élève du président du tribunal. Donc, celui-ci prend le temps d'instruire le dossier avant d'asseoir la commission. Et puis, forcément, pour celui qui fait la demande, il y a un garant qui doit vraiment se prononcer sur la demande. Parce que le garant, c'est une des pièces constitutives. Il faut
fournir la pièce de garant et puis la personne garante va se présenter à la commission pour donner pourquoi elle souhaiterait que son parent ou son proche puisse vraiment bénéficier des mesures. Il faut dire que c'est une mesure de faveur, ce n'est pas automatique. Mais l'une des conditions, c'est de pouvoir épuiser d'abord la moitié de la peine. C'est à partir de la moitié qu'on peut... Voilà, mais il y a des infractions qui laissent vraiment la commission dans une situation de réticence. J'aimerais comprendre toutes les infractions, mais il y a des infractions pour lesquelles la commission est extrêmement regardante. Voilà, pour des infractions mineures, et puis pour les peines pas trop lourdes, et à partir de la moitié, et en statut. Voilà, généralement, pour celui qui a fait la moitié de la peine, qui a fait la prison pour la première fois, qui est primaire, celui qu'on appelle primaire, il faut avoir fait la moitié de la peine. Et puis pour celui qui a fait la prison plus de 2 fois, récidiviste, il faut avoir fait 2 tiers de la peine. Donc il y a des conditions à respecter. Oui, des conditions que nous avons fixées, voilà, pour pouvoir mieux apprécier. Parce que il faut dire aussi qu'on est suivi par toutes les autorités, parce que la commission se donne les moyens vraiment de justifier ces mesures. Les mesures que nous prenons à l'encontre des détenus qui demandent ces mesures de faveur-là. Voilà. Alors maintenant, M. Sommet, on va connaître plus donc votre rôle au sein déjà de la mairie centrale. Vous êtes juriste au niveau de la mairie centrale, au niveau de la mairie de Ouagadougou. Et comment vous collaborez aussi avec la CAP Mako? Ok, merci madame pour l'occasion que vous nous offrez de parler de la commission de l'application des peines. Alors cet organe-là qui joue un rôle très important dans la gestion même des personnes détenues. Alors comme le directeur vient de le dire, la mairie s'est retrouvée au sein de cette commission du fait de la loi. Alors donc c'est la loi qu'on vient de rappeler 2017 du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso qui à son article 114 voilà, dans la composition prévoit le maire du siège de l'établissement financier et pénitentiaire ou son représentant. Okay. Alors je représente le maire de la commune de Ouagadougou au sein donc, de cette commission. Voilà. Et votre rôle aussi, c'est de participer aux discussions. Participer aux discussions à la prise de mesures d'amendement, comme ils viennent de le citer. Et aussi, vous savez que la mairie de Ouagadougou, pas seulement la mairie, les mairies de façon générale jouent un rôle très important. C'est des acteurs, c'est des services sociaux par excellence. Et donc, la mairie a aussi une contribution dans ce niveau-là. Alors, inspecteur Ouedraogo, dites-nous comment la CAP, la commission d'application des peines, collabore avec les autres structures de la MACO. Pour la collaboration, il faut dire que c'est une collaboration franche dès le départ, parce que c'est à la lumière de la loi que nous sommes obligés de travailler en parfaite synergie avec les autres acteurs, notamment les services sociaux. Il faut dire que depuis un certain temps, les services sociaux est un service qui est dans l'administration pénitentiaire. Voilà, donc il y a le service de santé aussi qui est là, parce que quand on parle d'administration pénitentiaire, c'est 3 sensibilités-là. Nous avons les GSP, les travailleurs sociaux et puis les agents de santé. Voilà, qui relèvent exclusivement de l'administration pénitentiaire. Parce que c'est bien comme ça, parce que dans le travail de tous les jours en milieu pénitentiaire, les questions sociales sont des questions de choix, parce qu'on entend vraiment renouer les liens familiaux pour que les détenus puissent vraiment, à l'issue de leur peine, pouvoir rejoindre la société et puis reprendre paisiblement les activités. Pour ce qui concerne la santé, vous convenez moi que la santé c'est un maillon vraiment sur lequel il faut vraiment travailler à ce qu'on ne décrit pas l'administration pénitentiaire, parce que c'est seulement la liberté d'aller et venir qui est limitée, sans quoi le détenu jouit de tous ses droits essentiels. Les droits fondamentaux et puis les droits substantiels les plus procéduraux sont vraiment une réalité dans nos établissements pénitentiaires. Alors, ce qu'on remarque, ou ce dont on entend parler aussi, c'est souvent ce mouvement d'humeur aussi au niveau de la MACO. Vous êtes le directeur de la MACO, comme on a la chance de vous avoir aujourd'hui. On sait que souvent vos éléments, c'est comme ça que vous les appelez, vos éléments aussi sont en mouvement d'humeur pour réclamer peut-être de meilleures conditions de travail. Et quelle est la situation concernant ça en ce moment? Bon, je peux dire qu'actuellement, on n'a pas de mouvement d'humeur, parce qu'il y a des franches
rencontres qui se mènent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et puis, bon, ce qui est passé, c'est passé. Hein. Et puis souvent, on n'a pas de procès parce que, voilà, vos éléments sont en grève. Bon, ça, il faut dire que bon, c'est de l'ordre des syndicats, hein, des syndicats. Et puis bon, je ne suis pas bien placé pour parler des mouvements d'humeur parce que depuis lors, on travaille normalement. Les mouvements d'humeur, il faut dire que c'est un mouvement d'humeur, c'est un mouvement d'humeur. Et puis, suivant nos textes aussi, il y a des actions qu'on pourrait vraiment apprécier en fonction de ce que l'autorité va nous donner comme orientation. Donc, actuellement, en l'état des lieux, on ne peut pas parler de mouvement d'humeur. Voilà. Ça se passe bien actuellement. Nous allons parler maintenant de ces journées socioculturelles parce que vous organisez mardi, mercredi et jeudi, c'est-à-dire à partir de demain mardi, des journées socioculturelles. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui a motivé la commission, donc la CAP Mako, à organiser des journées socioculturelles? Voilà, donc je vous dis merci pour le vif du sujet parce que c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Voilà, ce sont les 72 heures des activités culturelles de la CAP, Commission d'application des peines de la MACO. Voilà, donc c'est vu le travail qui est abattu par la commission depuis des années, par toutes les commissions d'ailleurs, et nous avons dit que c'était bien nécessaire vraiment de faire des échanges autour de cette commission pour que l'opinion puisse vraiment apprécier le travail qui est abattu et puis comprendre le fonctionnement de l'organe qu'est la commission d'application des peines. Parce que l'organe est là pour les détenus qui sont condamnés définitivement. Et puis, elle a pour vocation vraiment de donner une chance aux détenus qui ont eu maille à partir avec la justice, qui se donnent vraiment un petit temps pour pouvoir préparer leur insertion sociale. Donc, de par leur comportement en prison, la commission pourra apprécier et puis leur donner cette faveur-là. Voilà, il sait que si je revois les statistiques, on a près de 372 qui sont dans cette situation sur les 2059 détenus que nous avons à cette date-là. Voilà, pour dire que ce n'est pas négligeable. Voilà, donc on a fait un temps d'arrêt pour pouvoir communiquer et puis permettre aux détenus vraiment de savoir que c'est une vocation, la commission, elle a pour une vocation vraiment de les accompagner à se réinsérer. En maille même de ces 72 heures-là, on veut vraiment que les détenus et puis l'opinion puissent vraiment savoir qu'au-delà de la semi-liberté des placements privés public, il y a d'autres alternatives. Le fractionnement des peines qui n'est pas une réalité parce que les gens ne maîtrisent pas les tests. Donc c'est pour nous vraiment de vulgariser les tests et puis permettre à l'opinion, parce qu'il y a des fois il y a des critiques acerbes parce que les gens ne connaissent pas les tests. Certains te disent que non, telle personne est condamnée à 12 mois et puis à l'issue de 7 mois il est déjà dehors. Voilà, plein qui ne savent pas que ça c'est partant de dispositions légales que la commission agit. Voilà, donc, alors, Monsieur Sommet, est-ce qu'il fallait justement ces journées socio-culturelles de la CAP Mako? Merci pour cette question qui est même le pivot central de notre présence ici sur votre plateau. Et ces journées que nous organisons dès demain pour les 112 heures, c'est pour vraiment une grande visibilité voilà, de la commission d'application des peines. Cet organe que je disais tantôt très important en matière de gestion donc, de détenus. Vous savez, après la condamnation, le prononcé de la condamnation, le seul salut du détenu, c'est cet organe-là. Voilà, c'est cet organe-là pour l'accompagner à purger donc sa peine. Alors donc, mais malheureusement, cet organe-là est méconnu, sinon même méconnu de la plupart du public. Voilà, et donc l'objectif de ces journées-là, c'est de permettre une plus grande visibilité pour permettre aux parents des détenus qu'après le prononcé donc, de la condamnation à l'endroit, donc à l'encontre de leurs parents, ils peuvent toujours passer encore par un organe pour demander, voilà, bien sûr, des mesures de faveur voilà, à l'endroit prévues par la loi à l'endroit donc de leurs parents. Voilà. Alors, quelles sont les activités prévues lors de ces journées socioculturelles? Alors, pour dire qu'on a prévu, tel que le terme le prévoit, contribution de la CAP à l'humanisation de la détention et à la réinsertion sociale donc, du détenu. Donc, les activités retenues entrent dans le cadre donc, du thème dès le premier jour après l'ouverture
la cérémonie par Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avec ses officiels et autres, nous allons procéder d'abord à la visite des différentes cellules de détention pour que le public puisse toucher du doigt les réalités dans lesquelles sont nos frères parents détenus. Voilà. Ensuite, il y aura une conférence publique qui sera animée par certains anciens juges de l'application des peines, pour permettre même aux détenus de s'imprégner de leurs droits. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme droit prévu par la loi en matière donc, de l'exécution de leur peine. Aussi aux parents qui seront présents de savoir les possibilités d'action. Voilà. À l'issue donc de ces conférences-là et puis visites-là, on va passer à la deuxième journée qui sera essentiellement consacrée aux jeux de société. Voilà, pour communier avec les détenus. Il y aura le match de football, il y aura les jeux de société comme dames et autres. Voilà, tout ça là, ça participe à dire que ceux qui sont là-bas, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Il ne faut pas qu'il y ait une grande distance, c'est pour faire rapprocher les liens. Voilà, c'est pas parce qu'il est détenu là-bas, il ne fait plus mal, il ne fait pas de notre famille. Voilà, et la première fois, vous me permettez, quand j'ai mis le pied à la Mako, pas en tant que détenu, mais en tant que membre de cette commission que nous parlons. Et à l'entrée, j'ai vu un écriteau qui dit que nul n'est à l'abri de l'écrou. Oui. Voilà. Cette phrase-là m'a marqué. Et je pense que quand on organise ces journées-là, c'est pour faire comprendre aux gens que du jour au lendemain, chacun d'entre nous peut se retrouver là-bas et que nous devons travailler à améliorer ces milieux-là, ce milieu-là, pour que si un jour, un moment ou l'autre, on venait à se prendre, qu'on puisse être mieux traité. Voilà. Le troisième jour sera consacré maintenant. Comment dirais-je, on parle de réinsertion sociale. On va apporter des cadeaux aux détenus. Voilà, il y aura la clôture des différentes compétitions qui seront ouvertes à partir de la deuxième journée là. Voilà, et enfin maintenant il y aura une grande séance d'aérobic. Vraiment symbiosé, comme on le dit, avec les détenus et puis voilà, entre autres, quelques activités. Alors, inspecteur Ouedraogo, quand on écoute justement les activités prévues, on sent que les détenus sont associés à cette activité. Est-ce que justement ces détenus vont apporter leur contribution aussi pour justement ces journées socioculturelles? Impérativement, parce que bien avant ces activités, il faut dire que nous avons des ateliers qui sont déjà dans les maisons d'arrêt. Nous avons une savonnerie, nous avons une unité d'élevage de poules, toutes les activités, menuiserie, soudure, ainsi de suite. Donc c'est pour mettre en lumière le travail abattu par certains détenus. Voilà, il sait qu'au niveau des femmes aussi, quartier des femmes, les femmes font des tissages, des paniers, des chaussures, même il y a des projets même pour l'installation de tissage de façon d'enfants, pour dire qu'il y a une panoplie d'activités que les détenus mènent et puis le public n'est pas informé. C'est l'occasion pour les détenus de présenter ces activités et puis l'occasion pour nous aussi de faire des plaidoyers pour que les détenus puissent avoir une réinsertion sociale, professionnelle aussi. Voilà, donc en marge de cela, pour ce qui concerne les activités culturelles, il faut dire qu'on a des détenus même qui ont été produits, des artistes qui ont été produits à partir de la Mako. Même celui qui sera maître de cérémonie en communion avec ceux que nous avons invités, c'est un ex-détenu. Voilà, pour dire que la réinsertion sociale tamponnée est une réalité sur certains aspects. Voilà, pour dire que le détenu va participer pleinement parce qu'il y a une troupe même qui va faire une prestation. Une troupe qui a été formée au sein de la Mako qui va faire une prestation en termes de musique et pas en termes de théâtre. Voilà. Est-ce qu'au sortir de ces 72 heures des journées socio-culturelles donc, de la CAP Mako, est-ce que vous allez accorder des faveurs à certains détenus en matière peut-être de, je sais pas, de liberté, de réduction de peine ou de semi-liberté? En fait, la commission a déjà fait le travail. Comme on l'a dit là, nous allons rester dans cette dynamique de communication et puis de plaidoyer. Mais pour ce qui concerne les mesures, on a déjà statué sur les grâces présidentielles qu'on a acheminées à l'autorité supérieure. Pour dire qu'en fin d'année, le président de façon que cette faculté va classer certains détenus. Mais nous, nos activités ne s'arrêtent pas à ce 72 heures, puisque après ce 72 heures, nous allons apprécier les demandes de ceux qui remplissent les conditions pour avoir la semi-liberté de placement. Donc c'est
travail permanent. Chaque 2 semaines, nous tenons ces sessions-là. Voilà, donc, et pour la mesure de faveur aussi, il faut dire que on pourra faire des plaidoyers pour certains détenus qui ont des connaissances pratiques avec ceux qui vont venir. Et c'est qu'il y a eu des ONG qui ont travaillé vraiment à la réinsertion sociale des détenus, où on avait ciblé les détenus qui étaient dans les ateliers, qui ont bénéficié de financement, humanité inclusion. Ça, c'était l'année en 2019, je crois bien, où il y a un exemple palpant qui, à partir de 30 poulets, s'est retrouvé à près de 500. Il avait gapé là. Pour dire que c'est une réalité. Voilà, donc c'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité qui est donnée à nos détenus de pouvoir exposer ce qu'ils ont comme connaissance et puis de pouvoir vraiment avoir le contact avec certains partenaires. Et puis les autorités aussi vont s'approprier cette question-là pour nous aider vraiment à relever ce grand défi qui est celui de la réinsertion sociale. Maintenant, pour donner un exemple, je prends le cas de la famille où quand ton enfant déconne, tu peux le fouetter parce que tu veux qu'il atteigne un certain niveau de responsabilité. Mais après la seconde que tu peux l'appeler, le choyer et puis faire un cadeau. C'est comme ça nous devons voir l'administration pénitentiaire. Parce que le détenu il a fait une faute. Peut-être quelqu'un qui a volé un portable. Mais pour l'acte qu'il a posé, c'est pas ce qui sera pour sa peau. Donc, les instants qui vont suivre après le jugement, on doit se préparer à ce qui revient à la société pour changer de comportement pour ne pas nuire. Voilà, donc c'est dans cette dynamique que la commission est lancée et puis l'administration pénitentiaire et puis l'administration de la justice est lancée. Et le thème, bien sûr, colle avec ce que vous dites, parce que je rappelle que le thème de cette première édition, c'est la première édition donc, de ces journées socioculturelles de la CAP Mako, c'est contribution de la CAP à l'humanisation de la détention et à la réinsertion sociale des détenus. Pour ces activités, est-ce que c'est ouvert au public ? Et naturellement, c'est ouvert au public parce que c'est l'objectif que nous recherchons, c'est ça. Il faut que le commun des mortels puisse mettre pied à la Mako pour voir qu'en réalité, il y a une vie dans les maisons d'arrêt. Il y a une vie, c'est la micro-société qui est reportée en prison. Et puis il faut dire que nous travaillons à ce que les droits des détenus soient respectés. Ça, c'est pas... Je souhaite même que vous soyez là. Bon, enfin, oui, mais vous conviendrez avec moi que quand on dit qu'il y a une activité à la Mako, on réfléchit plusieurs fois avant d'aller, parce que les gens ont peur. Le nom fait peur, en fait. Est-ce que vous avez prévu des dispositions pour garantir la sécurité, par exemple? Il faut dire que tout est mis en œuvre. Voilà, si vous voyez qu'il y a des ministres qui vont venir, il y a notre ministre de la Justice, il y a des partenaires, le bâtonnier, il y a plusieurs ministres qu'on a invités qui ont donné l'assurance qu'ils seront là. Il y a des partenaires de tous les temps qui sont là. Et puis il faut dire que depuis longtemps, les détenus reçoivent la visite. Les week-ends et puis certains jours avec les permis de communiquer. Et puis on a eu à faire, le ministère de la Justice depuis des années, à initier des journées portes ouvertes pour que les gens puissent vraiment enlever les stigmates de la prison, de la tête, et puis pouvoir voir la prison autrement. D'accord. Voilà, donc c'est pas les bains d'antan où vraiment les détenus sont enfermés 24/24. Ils ont la latitude et puis ils ont tous les moyens vraiment pour s'épanouir. Voilà, c'est vrai qu'il y a des difficultés qu'on peut déployer, notamment liées à l'architecture, parce que nous sommes dans une situation de surpopulation carcérale. Voilà, parce que actuellement nous avons, je disais, 2059 détenus exactement, pour une capacité d'accueil globale de près de l'environ 1100. Donc convenez-moi que pour des cellules prévues pour 4 détenus, vous vous retrouvez à 8 ou à 10. Donc ça crée la promiscuité qui est vraiment propice à l'émergence de certaines maladies et voilà. Oui. Alors, bon, en tout cas, c'est ce que nous, de dehors, on entend dire, que nos prisons sont saturées et très sales. Souvent, les conditions des détenus, donc, c'est difficile parce que les détenus vivent dans de mauvaises conditions. Bon. Pourquoi il n'y a pas justement des mesures pour améliorer cette situation? Quand on sait que, comme M. Sommet l'a dit tout à l'heure, tout un chacun peut se retrouver un jour en prison. Non, quand vous dites qu'il n'y a pas de mesures, c'est parce que vous ne venez pas en prison. Parce que si vous êtes venu il y a 5 ans, vous n'allez pas dire ça. Voilà, parce il y a de l'amélioration. Il y a beaucoup d'amélioration. Et puis il faut saluer le ministère de la Justice parce que, en termes d'hygiène, il y a le comité d'hygiène et de santé, la promotion qui est faite permanemment. On a du matériel pour l'hygiène. Et puis en plus de ça, en ce qui concerne l'alimentation, il y a le budget aussi qui a connu une hausse pas négligeable. Et puis il y a les partenaires aussi qui nous appuient régulièrement.
Voilà, mais c'est comme il a dit, notre véritable problème, c'est l'architecture liée au temps, parce que le grand bâtiment a été construit en 64. Okay. Voilà, et puis initialement prévu pour 500 places, il est utilisé à moitié, donc c'est 250 places qu'on peut utiliser avant. Alors qu'on se retrouve avec près de 500 détenus là-bas. Voilà, avec le temps, vous voyez que la vétusté s'est installée. Et puis bon, on travaille à améliorer cela. Donc, où nous sommes, on fait un effort vraiment pour améliorer les conditions de détention, mais la surpopulation carcérale, c'est une réalité. Et puis, elle n'est pas envisageable sur l'angle pénitentiaire seulement parce que c'est la recrudescence du banditisme qui fait que on est obligé de recevoir certains détenus. Voilà. Il y a un lien forcément. Voilà. Bon, il y a le spot publicitaire de ces journées socio-culturelles de la CAP Mako que nous allons suivre et puis on se retrouve juste après pour poursuivre. Sous la présidence de Mme Victoria Ouedraogo Kibora, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous le parrainage de Maître Siaka Nyamba, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso, et le coparrainage de M. Éloi Guigma, directeur général de l'administration pénitentiaire, la commission de l'application des peines CAP organise ses premières journées culturelles sous le thème « Contribution de la commission de l'application des peines CAP à l'humanisation de la détention et la réinsertion sociale du détenu les 26, 27 et 28 octobre 2021 au sein de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Au programme, conférences, ciné-débats, vaccination contre la Covid-19, don de sang, distribution de kits et nettoyage de cellules, repas communautaires, séances d'aérobic et matchs de football. Population du Burkina Faso, acteurs de la chaîne pénale, associations, ONG travaillant à accompagner les détenus pour leur réinsertion sociale, ces journées sont les vôtres. Avec la CAP, tous pour l'assistance à la personne détenue. Nous sommes avec la CAP, la commission de l'application des peines de la Mako, et puis bien sûr inspecteur Ouedraogo et en même temps le directeur donc de la Mako. Inspecteur, nous tendons vers la fin de notre entretien, nous allons revenir sur ces journées. On vient de suivre le spot. Il y a des autorités qui vous accompagnent pour cette activité. Effectivement, nous avons la ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Nous avons invité le ministre de la Jeunesse, la ministre de la Femme, et puis il y a le bâtonnier qui est là. Il y a le ministre aussi de la Jeunesse que nous avons invité, avec toutes les autorités judiciaires, notamment le procureur du Faso, le président du tribunal, Ouara 1, Ouara 2, et puis tous ceux qui nous aident vraiment à relever les défis au niveau des établissements pénitentiaires. Alors, Monsieur Sommet, quelles sont vos attentes ou les attentes de la CAP Mako vis-à-vis des ONG qui vous accompagnent souvent ou d'autres ONG et structures qui peuvent justement accompagner la CAP à mettre plus à l'aise les détenus, par exemple? Merci. Tout à l'heure, vous dites que vous attendez parler de l'état vraiment dégradant de nos maisons pénitentiaires. Donc, nous pensons que nos attentes à travers ces journées-là, c'est d'avoir vraiment un grand appui de nos partenaires sociaux des ONG pour appuyer le gouvernement à améliorer les conditions de détention. Voilà. Autre attente là est que nous pensons qu'à l'issue de ces journées-là, on aura à faire assez de demandes, d'amendements, de demandes de mesures, de semi-liberté et autres, pour diminuer un peu la population carcérale. C'est-à-dire que la population sera informée qu'ils ont la possibilité de demander des remises de peine ou autres à l'endroit de leurs parents. Voilà. D'accord. Alors, inspecteur Ouedraogo, nous allons rappeler les dates de ces journées socioculturelles de la CAP Mako. Voilà, donc les dates, c'est les 26, 27 et 28 au sein de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, à partir de 8 heures. D'accord, à partir de 8 heures, donc c'est déjà demain, à partir de 8 heures pour la cérémonie officielle d'ouverture, n'est-ce pas? Oui. D'accord, nous allons vous souhaiter bonne journée. Et quelles sont justement vos attentes? Et quel est votre message à l'endroit du public burkinabé qui peut avoir des réticences à venir à la Mako pour participer à ces activités? Mais quelle est l'assurance que vous les offrez? Il faut dire que l'attente, c'est que tout le monde puisse vraiment faire l'effort de venir voir à la Mako. Et puis c'est dit que les pensionnaires sont nos parents, sont nos proches, qui sont mis en marge temporairement, qu'ils vont nous rejoindre d'ici là.
et puis donner l'assurance que tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien en termes de sécurité, en termes d'hygiène, en termes de... Mais il faut dire aussi que le port des cache-nez, c'est une obligation, comme nous sommes dans cette période où la pandémie à Covid est une réalité. Donc on va demander à tous ceux qui vont venir de porter le cache-nez. Et vous avez prévu des séances de vaccination? Effectivement, nous avons pu acquérir des lots de vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson, et puis sur nos femmes. Voilà, toutes les variantes actuellement. Donc, tous ceux qui voudront vraiment se vacciner, c'est l'occasion. Voilà, c'est l'occasion. Et puis, demander à ce que tout le monde sorte pour nous accompagner dans cette dynamique-là. Voilà, parce que, comme le disait mon collègue, nul n'est à l'abri de l'écrou. Voilà, c'est un moment de fin comme ça. Merci. Merci à vous et puis on vous souhaite belle journée socioculturelle. Nous serons là juste après les autorités, après les ministres. Je serai là avec mon équipe pour justement assister à ces journées socioculturelles. Ils sont là derrière cette caméra, Noufou, Michael, Laura et Nathalie. Nous allons venir tous ensemble pour justement participer à ces journées socioculturelles donc, de la CAP Mako. La CAP Mako, rappelons que c'est la commission de l'application des peines de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Je rappelle que nous étions avec l'inspecteur Claude Ouedraogo. Il est le directeur de la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il est par ailleurs inspecteur de sécurité pénitentiaire principal. Nous étions également avec M. Sylvain Sommet. Il est juriste à la mairie centrale, donc à la mairie de Ouagadougou. C'est ici que s'achève notre entretien du jour. Je rappelle que nous parlions de ces journées socioculturelles donc de la CAP Mako, des journées qui commencent demain mardi, donc mardi, mercredi et jeudi, 72 heures, pour justement connaître plus sur les détenus et sur les conditions des détenus et connaître plus sur la CAP Mako. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner nos invités, puisqu'on parle donc de soldats, on parle de gardes et tout, on va justement vous accompagner avec le clip de Nourat, Burkina Soldat. Retour sur ce plateau et à présent nous allons passer à la rubrique Langue fourchue. Vous le savez, lundi, mercredi et vendredi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour Langue fourchue. Sa langue a encore fourché. Allons-y et on revient. Bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le temps de la rupture est-il venu? Le 8 octobre dernier s'est tenu à Montpellier le sommet dont la dénomination a bien évolué depuis le temps. On parle maintenant du nouveau sommet Afrique-France avec, dans sa nouvelle formule actuelle, une rencontre directe entre les jeunes Africains et le super patron des colonies, le Manu Micron. On retiendra de ce nouveau sommet les discours engagés, pour ne pas dire les échanges enflammés des jeunes Africains qui n'ont pas manqué de cracher leur ressenti sur les relations Afrique-France au visage du président français. Axé autour de 5 grandes thématiques dont l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche et enfin la culture et le sport, les jeunes d'Afrique et de France échangeront une demi-journée en attendant le grand final, l'adresse directe au président Macron. La quasi-totalité de nos États ayant perdu beaucoup de leur culture, la qualité de l'enseignement laissant à désirer sous nos cieux, de quoi pourrait-on bien parler sinon attendre de dire 2 mots à Manu dont l'engagement de ses troupes dans le Sahel trouble le sommeil de la jeunesse africaine. Pendant l'adresse au président Macron, l'engagement des citoyennes africaines, la burkinabé Elda Kwama et la malienne Adam Diko a été fortement salué. Ce que les satellites de Macron, tous ces présidents africains muets et dociles envers leur patron français n'auraient pu le dire, les jeunes, eux, ont bien su dérouler les questions qui fâchent. L'invite de notre jeune compatriote Elda Kwama au président Macron à récurer la marmite démontre bien de la souillure des relations entre la France et ses ex-colonies, qu'elle garde bien subtilement sous son joug au nom de l'aide au développement et de la coopération militaire. Pourquoi la France tient-elle tant à exporter sa civilisation en Afrique? Et l'Afrique ne peut-elle pas développer son propre mode de gouvernance ou requalifier ses relations internationales? Qu'est-ce que le sommet France-Afrique a apporté véritablement au continent depuis sa première édition en 1973?
Pas grand-chose, sinon une forme plus sournoise d'une recolonisation faisant le bonheur des rois télé du moment et engouffrant chaque jour davantage des millions de populations africaines dans la misère la plus totale. Et c'est cet engagement trouble de la France en Afrique depuis la décolonisation qui choque ces jeunes Africains qui n'ont pas droit de citer dans leur propre pays et dont les digérants font la sourde oreille face à leurs complaintes. Et pour une fois que cette jeunesse a l'occasion de s'adresser directement à son oppresseur, la bousculade et souvent la gêne du président français était bien perceptible. La démocratie à deux vitesses que la France veut imposer à l'Afrique reste en travers la gorge de cette jeunesse qui a plus que soif de changement réel, une jeunesse qui aspire à être prise en compte dans la gestion des affaires de leurs États. Ainsi, pendant ces quelques minutes de bousculade verbale, le Manu Micron finira par reconnaître que le troisième mandat n'était pas opportun, mais il aura tout de même donné sa caution à ces fossiles vivants qui ont entraîné pour la plupart leur pays dans une hécatombe, avant de venir chanter que la prise de pouvoir violent est contraire aux règles de démocratie. Alors la vraie question demeure, que cherche véritablement la France en Afrique? Sur la question de son intervention militaire dans certains pays africains, Manu va rappeler à ces jeunes bousculeurs que c'est à la demande des États africains eux-mêmes, histoire de nous dire, si besoin était encore, que la France n'est pas dans un expansionnisme sauvage. Bref, reposons la question. Que cherche la France en Afrique si les Africains eux-mêmes n'en veulent pas? En attendant, ceux qui doutaient d'un réveil de l'Afrique peuvent commencer à trembler parce que quand l'Afrique se mettra debout, et n'est-ce pas ce réveil de la jeunesse qui a motivé le Motus Rocus à organiser lui aussi son mini-sommet où la parole a été donnée aux jeunes sur les questions de la vie nationale? Afrique-France, pour une fois que nos chefs d'État n'ont pas été convoqués pour recevoir les directives de la mère patrie, cette nouvelle formule de la France-Afrique durera-t-elle jusqu'à quand? Wait and see. À mercredi, Patrick Gampini, pour que ta langue fourche à nouveau, pour que nous puissions avoir un autre numéro de langue fourchue. Nous allons revenir à la rubrique à la découverte 2 avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés à Koudzgou, au palais d'Issouka. Alors, dans la rubrique à la découverte 2, nous partons cette semaine dans la région du centre-ouest, précisément à Koudzgou, pour découvrir un site touristique. Il s'agit du palais d'Issouka de Koudzgou et du musée qui s'y trouve. Koudzgou, déjà, il faut le rappeler, est une ville de Burkina située à environ 110 km de Ouagadougou. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge se dresse un site touristique majestueux. Il s'agit du palais royal de Nabasaga Ier dans le quartier Issouka. Le quartier Issouka est le premier quartier de Koudzgou. Plus qu'un simple site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle, ce qui fait de lui une perle de la ville de Koudzgou. Et c'est dans ce quartier où se trône le palais de Nabasaga Ier, chef d'Issouka. Concernant l'architecture de ce palais, notons que le palais d'Issouka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti en matériaux locaux. Tout le bâtiment est rehaussé par l'éclat des peintures multicolores et de couleurs artistiques dorées. C'est un bâtiment à niveau construit en banco qui a plusieurs pièces. Le palais est un véritable temple qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé de 3 pièces, dont le couloir de la paix, la salle du chef où il reçoit les visiteurs et dans laquelle il ne communique que dans les langues des ancêtres, et enfin la salle des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue des constructions traditionnelles faites de terre et de toits en chaume. On y trouve également des greniers, des peintures et divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statuettes de l'empereur des Mossé, de Naba Bango, du Lale Naba Sanma de Koudzgou, du pharaon d'Égypte et du roi du Japon.
Nous vous proposons un zoom sur le musée Rahimi qui se trouve au sein du palais d'Issouka. Inauguré en juin 2010, le musée de Rahimi proposait à ses débuts des objets, 29 collections au total. Mais depuis récemment, il offre à ses visiteurs le plaisir de contempler des œuvres d'art, des collections anciennes et des outils de guerre, ce qui leur permet d'ailleurs de comprendre la vie des ancêtres africains, surtout burkinabés et précisément de la localité. Le musée de Rahimi est le seul musée de la région qui se trouve au bord des rives d'un lac, celui du Boulkiemde. Il propose également des expositions contemporaines pour mettre en lumière les pans de l'histoire régionale de deux grands peuples de la localité, à savoir les Gourissi et les Moussi. Selon le gérant du site, Patrick Rossi, de nationalité française, l'objectif du palais d'Issouka est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais n'est pas un lieu d'habitation, mais un espace destiné aux activités de la chefferie traditionnelle. Durant cette semaine, nous sommes installés dans la cité du Cavalier Rouge, c'est-à-dire à Koudrou, pour découvrir le palais d'Issouka et son musée, le musée Rahimi. Et nous sommes très ravis donc de vous avoir partagé des informations concernant le musée Rahimi et concernant le palais d'Issouka. Je dis à nouveau bonjour donc à Nabasaga Premier depuis Koudrou et merci à Ruben Wilson Kodio et à Pakisba Mariam Ouedrago pour ces images. Et tout au long de cette semaine, vous allez avoir également des témoignages sur le musée Rahimi et sur le palais d'Issouka. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci à vous de votre fidélité et merci à l'équipe de réalisation de cette semaine. Et nous allons nous retrouver demain mardi pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, ne zappez pas, ne touchez pas à la télécommande parce que nos programmes se poursuivent. D'ici là, à 10h, ça sera le flash en direct. On se dit à demain. Au revoir.